Xavier. Bonjour Hervé, Est-ce que tu veux bien te présenter et nous expliquer qui est Canatracking? je m'appelle Xavier Saïz, je suis le CEO d'une start-up spécialisée dans la recherche et le développement autour des cannabinoïdes et on a mis en place une solution qui s'appelle Canatracking afin de pouvoir tracer de la graine jusqu'au produit fini grâce à la blockchain. Alors la blockchain, justement, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste? La blockchain, c'est une chaîne de blocs d'informations. La blockchain est très intéressante pour le stockage et la transmission de données sans passer en fait par un organe central de contrôle. D'aller d'ordinateur à ordinateur. Directement, ça permet d'être beaucoup plus rapide au niveau de l'information. Quels sont les bénéfices pour une organisation de mettre en place une technologie comme la blockchain? Alors, nous, chez Canatracking, on a identifié 5 bénéfices différents pour la traçabilité. D'une part, c'est la transparence, afin que toutes les informations soient auditables et disponibles à l'utilisateur qui est accrédité. Premier bénéfice. Deuxième bénéfice, c'est la sécurité. La blockchain utilise un système d'algorithmes afin de pouvoir ancrer des informations sur la blockchain de manière définitive et hyper secure, hyper safe. Le troisième, c'est immuable. L'immuabilité de l'information est importante. À partir du moment où l'information est stockée sur la blockchain, on ne peut pas revenir en arrière. Le quatrième bénéfice, c'est la décentralisation. Toutes les informations passent d'un utilisateur à un autre, directement, sans passer par des organes de contrôle. L'intérêt, c'est le stockage de l'information et la transmission de cette information-là. Le fait que ça soit décentralisé, ça va beaucoup plus vite. Et ensuite, c'est l'automatisation. En générant ce qu'on appelle smart contracts, on a la possibilité d'automatiser l'ensemble de la chaîne de production de telle industrie ou telle industrie. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est une technologie récente et que donc, elle n'est pas encore complètement au point. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis là-dessus? Alors, moi, mon avis, c'est que c'est une technologie qui utilise d'autres technologies qui ont été extrêmement bien éprouvées. Et ça date depuis 1965. Ça a été les premiers protocoles, algorithmes de cryptage notamment, sur lesquels on se repose. La partie applicative, la première partie applicative qu'on a pu voir, ça a été en 2009, avec la publication du livre blanc lié au Bitcoin. Est-ce que tu as des exemples concrets où la blockchain a été mise en œuvre? Bien sûr. Alors, il y a un premier exemple, c'est pour la gestion des contrats complexes dans le cadre des assurances. Les premiers à l'avoir mis en place, ce sont les assurances. Le deuxième, ça a été les banques. Les banques, avec la possibilité de remplacer le paiement SWIFT, il y a eu des transferts automatiques et surtout instantanés d'argent. Il y a eu le troisième, par exemple, il y a eu la blockchain des notaires en France, qui utilise la blockchain également. Et nous, avec notre petite entreprise, on a identifié un autre très gros intérêt de la blockchain, qui est la traçabilité de la graine jusqu'au produit fini pour pouvoir montrer une totale transparence aux autorités sur un produit donc, qui est le CBD. Est-ce que tu peux nous montrer de manière concrète comment ça fonctionne? Alors, de manière concrète, on va voir un logiciel qu'on met à disposition chez les agriculteurs, par exemple, et quand ils vont planter une plante de chanvre, qui peut ressembler à une plante de cannabis. Là, grâce en fait avec notre système, on va pouvoir valider déjà que les analyses sont bien des analyses de plantes liées au CBD. Avec un seul clic sur un QR code de la plante, on va pouvoir voir à quel moment elle en est, quel type de variété c'est, où elle est produite. Ensuite, une fois qu'on a eu cette plante, on va arriver la fin de la maturation de la plante et on va en avoir une fleur. Cette fleur, pareil, avec le smartphone de n'importe qui, on peut flasher en 2 clics, on a toute la traçabilité sur la fleur. Mais cette fleur-là aussi, on va pouvoir en extraire tous les principes actifs et donc il va y avoir en fait un procédé d'extraction et on va pouvoir le retrouver dans certains produits finis. Là, c'est l'exemple d'un cosmétique. Pareil, en flashant directement avec le QR code, on peut savoir à quel moment la graine a été plantée, à quel moment la plante est arrivée en croissance, à quel moment on est arrivé à ce produit en floraison et à quel moment on a fait l'extraction pour pouvoir mettre tous les principes actifs dans ce cosmétique. Mais ça peut être tout autre produit. Donc, dans ce cosmétique, tu sais carrément
depuis quelle plante ça a été extrait, où est-ce que la graine a été plantée. Donc c'est une traçabilité complète, effectivement. Clairement. Et en plus, crypté. Alors, vous pouvez imaginer que cet exemple autour des cannabinoïdes, ça peut se transposer à votre secteur d'activité. Chacun dans son domaine pourrait utiliser ce genre de technologie. Ça fait partie des choses intéressantes à considérer. Dans le droit français, est-ce que la blockchain, ça va être reconnu comme un élément de preuve devant un tribunal? Alors pour nous, c'est une question de temps, puisque c'est un élément de preuve constitutif, de toute manière. Donc à côté de ça, cette technologie est récente pour le moment. Donc du coup, le droit français n'a pas réussi encore à s'adapter. Mais en termes de droit international, aujourd'hui, dans le cadre de la propriété industrielle, de la protection de marques, par exemple, il y a un certain nombre de pays comme la Chine, par exemple, qui ont déjà statué sur les preuves d'antériorité. Et donc, du coup, ça a servi vraiment de preuve constitutive. Donc, droit de propriété intellectuelle, droit des marques, droit de propriété industrielle. Exactement. Du coup, tu as une preuve effectivement d'origine, plus la preuve de l'antériorité. Oui, tout à fait. La technologie blockchain, c'est fait pour remplacer les sécurités en place ou plutôt pour compléter ce qui est en place? Alors, c'est un complément de sécurité. Pour nous, au sens de notre organisation, c'est vraiment un très beau complément de sécurité. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile de s'attaquer à un serveur physique, à votre ordinateur, l'ordinateur de monsieur, madame, tout le monde, ou un serveur, par exemple, qui va générer ensuite un cloud, ce qu'on appelle les clouds sécurisés, mais on est toujours lié à des salles blanches qui peuvent être attaquées. Nous, on va passer en fait par des serveurs virtuels qui sont répartis un peu partout dans le monde, et du coup, pour pouvoir les attaquer, c'est beaucoup plus difficile. Et si ça arrive, le côté immuable de l'information nous donnera, d'une certaine manière, une traçabilité sur les attaques, et on pourra agir de manière beaucoup plus efficace. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'en mettant en place la blockchain en complément des sécurités qui peuvent déjà exister, on peut carrément changer la donne. Clairement, comme on fait les assurances, les banques, et comme ce qu'on est en train de faire dans le milieu du CBD. Merci. Merci à vous. Pour conclure, je reçois Frédéric Nouchy d'Aliseos. Bonjour Hervé. Pour synthétiser cette émission, je pose une question. Faut-il attendre de subir une attaque pour prendre des dispositions ? La question n'est plus de savoir est-ce que je vais me faire hacker, mais plutôt de savoir quand vais-je me faire hacker. La sécurité ne peut être abordée que globalement. En couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IoT, nous intégrons forcément ce volet sécurité. Mais du coup, quelle est la démarche que vous préconisez ? Tout d'abord, il s'agit d'identifier le trésor à protéger. Quel est le point d'entrée qui mérite toute notre vigilance ? Nous pouvons alors évaluer la menace et proportionner la protection. Nous le savons, les objets connectés sont la prochaine cible des hackers. Par conséquent, la cybersécurité est au cœur des préoccupations des utilisateurs. Heureusement, elle l'est aussi au centre de la stratégie des acteurs. Que ce soit les concepteurs de capteurs, les fabricants de caméras ou de contrôle d'accès, les éditeurs de plateformes, tout le monde intègre la sécurité dans son développement. Nos intervenants nous ont éclairés de leur vision et de leur approche. Je retiens 3 notions majeures de l'intervention de Jérémy Caron de MA2. Une cybersécurité efficace commence dès la conception de l'objet ou du logiciel et non en ajoutant une protection par-dessus. Deuxièmement, des mises à jour fréquentes des logiciels sont nécessaires pour coller à l'évolution des menaces. Troisième point, un système ne peut être considéré comme protégé que s'il fait l'objet d'audits réalisés par des organismes spécialisés. C'est ce qu'on appelle le pan testing qui fait le panorama des failles. Xavier Zeiss de Canatracking nous apporte un regard complémentaire. Comment les technologies de la blockchain viennent en renfort de la sécurisation dans la transmission des données issues de l'IoT. La blockchain assure la traçabilité des données de leur constitution à leur exploitation et de manière infalsifiable. La fonction même de la blockchain est intéressante pour le stockage et la transmission de données. La blockchain garantit la transparence dans l'accès à la donnée pour les personnes accréditées. C'est un niveau de sécurité additionnel très intéressant à considérer. Chez Aliseos, la dimension sécurité fait partie intégrante de nos études, dès la certification de nos partenaires technologiques. Au-delà de la validation des solutions proposées, nos ingénieurs mettent un accent particulier sur la résilience de celles-ci face à des cyberattaques. C'est la condition nécessaire à l'adhésion des technologies de l'IoT par les utilisateurs.
Merci Frédéric pour cette conclusion. À bientôt pour une prochaine émission qui sera dédiée à la maîtrise énergétique.